All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Mardi, CIG a mis à jour sa page de teasing du prochain vaisseau et on a enfin une représentation claire de son apparence. Le site américain Newsweek a visiblement eu l'exclusivité de l'annonce et a interviewé John Crew et Kirk Tom pour nous parler longuement de ce nouveau vaisseau. Donc, le Mantis de Robert Space Industries sera un vaisseau monoplace qui apportera une mécanique de jeu que les joueurs ne pouvaient pas encore utiliser, l'interdiction quantique. Et le plus important à retenir, c'est que ce vaisseau va être disponible dès la mise à jour 3.7 avec cette mécanique de gameplay. Comme on pouvait s'en douter, l'interdiction quantique se fera de deux façons. Dans un premier temps, il faudra interrompre les sauts quantiques des vaisseaux. Pour ça, le Mantis sera une sorte de bombe EMP comme le Avenger Warlock par exemple, mais qui perturbera les vaisseaux en cours de saut quantique et les ramèneront à vitesse normale. Pour déclencher cette bombe, il faudra d'abord la charger au préalable, ce qui prendra du temps. Son champ d'action devrait se situer entre 10 et 20 km et permettre de stopper les sauts quantiques pendant une durée encore inconnue. Et dans un second temps, il faudra empêcher les vaisseaux interceptés de repartir. La bombe EMP le permettra pendant un certain temps, tant qu'elle sera active, mais pas indéfiniment. Pour empêcher rapidement un vaisseau d'effectuer un nouveau saut quantique, le Mantis disposera d'un brouilleur qui empêchera l'activation des moteurs de saut quantique. Ce brouilleur pourra se déclencher instantanément, mais nécessitera d'être à moins de 2 km du vaisseau intercepté pour l'empêcher de repartir. Pour ça, le pilote de Mantis aura des marqueurs sur l'interface de son cockpit pour repérer les vaisseaux interceptés. Visuellement, l'explosion d'une bombe d'interdiction quantique dégagera une onde rouge, tout simplement pour contraster avec l'effet bleuté du saut quantique. Jusqu'ici, le transport de marchandises n'était pas une activité très dangereuse, mais selon les développeurs, maintenant que les joueurs vont avoir les moyens de mettre en place des interceptions, ça va amener de nouveaux comportements de jeu assez intéressants. L'univers persistant va être constitué de zones d'activité plus ou moins importantes, comme des villes ou des stations spatiales, et avec assez de carburant de saut quantique, les joueurs et les PNJ auront tendance à circuler entre ces endroits d'une seule traite, sans faire de détour. Donc on va avoir des routes très empruntées que tout le monde connaîtra et qui s'étendront sur de très grandes distances dans le vide de l'espace. Ça va créer des points de passage très faciles à anticiper et donc comme il y a quelques siècles, il faudra s'attendre à des embuscades tendues par des bandits de grand chemin. Pour les joueurs du bon côté de la loi, le transport de marchandises sera désormais plus risqué. Il faudra certainement prévoir des escortes plus conséquentes et planifier des trajets moins directs, plus longs, plus chers, mais moins susceptibles de mener à des embuscades, comme passer par plusieurs lunes ou stations plutôt que d'aller directement d'une planète à l'autre. Et pour les joueurs du mauvais côté de la loi, utilisant l'interdiction quantique, car ça sera illégal, tendre des embuscades va être une activité à part entière. Comme dit juste avant, avec le temps, les transporteurs vont emprunter d'autres routes ou renforcer leur escorte. Pour compenser, les pirates devront ou bien envisager des embuscades plus conséquentes et augmenter le risque de se faire repérer par les forces de police, ou bien envisager des embuscades plus discrètes dans des endroits plus reculés et risquer de rien attraper du tout. Une bande de pirates pourra toujours couvrir plusieurs zones ou plus grandes en utilisant plus de mantis, mais encore une fois, c'est augmenter le risque d'attirer l'attention des forces de police dans les systèmes de l'UE. Autre problème pour les pirates, le Mantis sera un vaisseau fragile. Il aura peu de blindage, peu de missiles, seulement 2 canons de taille 1 et il n'est pas particulièrement décrit comme étant agile. Donc il devra impérativement être utilisé au sein d'un groupe de vaisseaux bien armés, car si un Mantis tout seul intercepte un Idris ou un groupe de Hornet, il pourra les empêcher de repartir dans l'immédiat, mais se fera vite tailler en pièces. D'autant plus que l'interdiction quantique sera très gourmande en énergie et nécessitera sûrement de diminuer la puissance allouée aux boucliers, aux armes et aux propulseurs. Et pour finir, par la suite, ils se concentreront sur l'équilibrage de cette nouvelle mécanique de jeu, le temps de charge de la bombe interceptant les sauts quantiques, sa portée, son temps d'action, et aussi le gabarit d'interception d'un Mantis. Est-ce qu'il pourra intercepter un Capital Ship? Est-ce qu'on pourra combiner la puissance de plusieurs Mantis pour réaliser une interception impossible à faire avec un seul? Est-ce que ça sera justifié d'avoir un vaisseau d'interception plus grand pour intercepter des vaisseaux plus grands ou des flottes entières? C'est des choses auxquelles ils vont réfléchir. Aussi, l'interface du cockpit du Mantis est terminée, mais ils n'ont pas encore de solution pour indiquer aux pilotes des vaisseaux interceptés qu'ils sont en train de tomber dans un piège. Voilà, un gros paquet d'informations donc, merci Newsweek, comme quoi on peut être journaliste et produire un travail de qualité sur Star Citizen. Certains le font en tapant une tartine de quelques centaines de mots sur le RSI Mantis, où ils nous parlent de nouvelles mécaniques de gameplay et de leurs aboutissants après avoir interviewé les développeurs, pendant que d'autres, sur Naufrag, écrivent un paragraphe sur le 890 Jump uniquement pour insulter ses acheteurs de pigeons. D'ailleurs, petit mot pour l'auteur de l'article,
Le principe d'un acrostiche, quand on fait en sorte d'avoir la première lettre de chaque phrase qui forme un message subliminal, c'est que c'est censé être subtil et pas remarquable par n'importe qui du premier coup d'œil. Sans mettre les premières lettres de chaque phrase en gras, la moquerie reste subliminale et tu peux te moquer du monde tout en finesse sans que les concernés le remarquent, un peu comme Julien Clément dans son poème au maréchal Pétain par exemple. Mais en mettant volontairement les premières lettres de chaque phrase en gras, tu rends public une moquerie que t'as toi-même cherché à rendre subliminale, tu passes volontairement à côté de l'opportunité de prendre les gens pour des cons dans le feutré, ce qui montre que t'as rien compris à l'intérêt du truc que t'as essayé d'entreprendre. Et puis, pardon, mais révéler son message subliminal avec la mise en page web, c'est quand même triste d'avoir visiblement autant de goût pour les FPS lourds et légendaires des années 90 et avoir la même idée pourrie qu'une adolescente sur un Skyblog au milieu des années 2000. Donc, la prochaine fois que tu voudras écrire sur Star Citizen, essaie de prendre exemple sur Newsweek et de te mettre au niveau, ça te permettra peut-être d'écrire un peu plus qu'un simple post-it. Et la prochaine fois que tu voudras te foutre de la gueule du monde avec un message subliminal, essaie de comprendre un peu l'intérêt de ce que tu fais, ça te permettra peut-être de réussir à enfin traiter finement les gens de pigeons sans utiliser une méthode de grosse dinde et sans passer toi-même pour un faisan. Le lore post de mardi était la première partie de The Second Run, une histoire en plusieurs chapitres qui relate la mésaventure d'une employée de l'entreprise Faster Than Light, qui est une entreprise de livraison. Dans cette histoire, Sori Lyrax, qui vient de terminer une mission de livraison sur Davian 2, a été surprise de trouver sur le Spectrum une mission avec une récompense 50 fois plus élevée que la normale. Avantage, la mission est disponible dans la ville où elle a fait escale sur Davian 2. Inconvénient, elle est au début de sa carrière et n'a pas encore de quoi se payer un vaisseau, et la livraison est prévue pour dans 2 jours et demi dans le système Tyrol, ce qui nécessiterait de traverser au minimum 4 autres systèmes, et pas forcément des plus sûrs. Et en cas de retard trop important, les dépenses pour effectuer la livraison et l'indemnisation pour le client pourraient la ruiner. Mais Sori décida de prendre quand même la mission et trouva une place sur un vaisseau en direction du système 4 cartes, un système pirate. Mais elle perdit du temps au spatioport en tentant de résoudre une querelle de famille entre 2 passagers, et au final, une de ses rivales au sein de l'entreprise, frustrée de ne pas avoir pu décrocher la mission à la place de Sori, paya le pilote du cargo pour qu'il parte sans elle. Conclusion, le métier de livreur vous fera peut-être connaître des débuts difficiles, et il faudra surtout pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Mercredi, CIG a démarré un concours, le Ship Showdown, qui doit permettre aux joueurs de voter pour leur vaisseau préféré. Il va y avoir un vote par jour jusqu'au 10 octobre, et les 4 vaisseaux préférés de la communauté auront certainement des petites nouveautés surprises à la fin de l'année. L'émission Inside Star Citizen de jeudi a commencé par nous montrer le Banu Defender, et du coup, je vais vous le laisser un peu. Ensuite, Luke Presley nous a parlé un peu de la première version du système de mission partagée. Ça permettra à un groupe d'amis ou un équipage de vaisseau d'avoir les mêmes objectifs, les mêmes informations sur la mission en cours sans avoir à les communiquer par écrit, et surtout partager les récompenses. En termes de récompenses, le paiement pour une mission sera partagé équitablement entre chaque joueur d'un groupe, mais pas la réputation. Si la mission tourne mal, tout le monde verra sa réputation baisser, et inversement. Une trop mauvaise réputation vous empêchera de bénéficier des services de certaines zones d'atterrissage. Hearthstone ou ArcCorp par exemple vous refuseront l'atterrissage au moindre faux pas. Vous pourrez quand même atterrir sur certaines stations ou Levski avec un niveau de criminalité inférieur au niveau 4, et avec un niveau de criminalité de 4 ou plus, il n'y aura que Grimex où vous pourrez espérer atterrir. L'intérêt étant que les joueurs les moins respectueux de la loi soient obligés de circuler et vivre en marge du reste de la population, sous peine d'être accueillis par des tirs de tourelles automatiques. Un joueur avec une mauvaise réputation pourra toujours rentrer dans une station en sortie extravéhiculaire ou dans une ville à pied, mais pour ça, il devra abandonner son vaisseau à l'extérieur, ce qui fait qu'il ne sera pas garé ni stocké et pourra se faire voler ou détruire. Pour les joueurs ayant une criminalité de niveau 5, ils ont rajouté une nouvelle mission car ils ont eu des retours de la part de certains joueurs comme quoi ce statut n'ajoutait pas grand chose à faire. Cette mission consistera à attaquer des patrouilles de l'UE, ce qui sera très dangereux et nécessitera sûrement de s'y prendre à plusieurs. Les optiques pour les armes qu'ils ont créées pour la mise à jour 3.6 ont été retravaillées, car ils ont estimé qu'ils les avaient fait de façon un peu trop brouillonne pour avoir cette nouvelle fonctionnalité rapidement. Ils ont aussi créé 2 nouvelles optiques avec 2 nouveaux niveaux de grossissement. Les accessoires pour les armes qui seront disponibles en 3.7 sont toujours en cours de fabrication, mais on a pu en voir quelques images.
Chaque accessoire sera décliné en 3 modèles, un pour les pistolets et les SMG, un pour les fusils d'assaut et les snipers, et un pour les fusils à pompe. On a eu une petite démonstration de plusieurs composants attachés sur un G36 du futur, et si pour l'instant le silencieux ne fait rien de plus qu'un bruit différent, la lampe permet tout de même d'aveugler les autres joueurs à courte distance. Le nouveau pistolet de Edebi Salvo est bientôt fini, et avec son calibre 50, il faudra s'attendre comme pour le Koda à pas mal de dégâts et de recul. Mais il aura tout de même la particularité de bénéficier d'un mode shotgun pour disperser sa munition et faire plus de dégâts à courte portée. L'ergonomie de l'outil de personnalisation des personnages a été revue de sorte à ce que ça soit plus clair pour l'utilisateur. Désormais, pour une partie du visage donné, on prendra le visage qui nous intéresse, à gauche, et on pourra fusionner précisément cette partie avec le visage en cours de création, qui sera visible à droite. La location de vaisseau sera enfin disponible en 3.7, et il prévoit des temps de location de 1, 3, 7 et 30 jours en temps réel. Et en ce qui concerne ce qui sera permis avec ces vaisseaux, ils seront considérés comme identiques à un vaisseau classique, donc vous pourrez faire à peu près tout ce que vous voudrez avec. Ils seront juste récupérés, naturellement, à la fin de votre location, lors de votre déconnexion. Et enfin, comme on arrive au début d'un nouveau trimestre, l'émission Inside Star Citizen va être mise en pause et reviendra le 24 octobre. L'émission Star Citizen Live de vendredi recevait Sean Tracy et Richard Tyrer pour nous parler des améliorations récentes de l'Arena Commander et Star Marine. Pour rappel, l'Arena Commander et Star Marine sont deux modes pour Star Citizen qui permettent de tester les combats spatiaux et les combats à pied sur des petites maps sans aucune conséquence sur le mode principal du jeu qu'est l'univers persistant. Et dans l'univers de Star Citizen, ce sont deux jeux vidéo très populaires auxquels la population de l'UE joue et qui permet aux forces armées de s'entraîner. Et pour CIG, ça permet de faire tester aux joueurs certaines nouvelles fonctionnalités dans un environnement beaucoup plus restreint et contrôlable que l'univers persistant. Pendant longtemps, ça n'a pas été la priorité pour CIG d'améliorer ces deux modes, puisque la priorité est plutôt sur Squadron 42, mais ils ont des ressources disponibles depuis quelques mois, donc ils ont enfin décidé d'améliorer ces deux modes. La première question pour Sean Tracy concernait les nouveautés qui seront introduites en 3.7 pour l'Arena Commander, et il y en a pas mal. Tout d'abord, il y a eu un rééquilibrage complet des vagues successives dans les modes PvE. Il y a désormais 10 vagues avec une meilleure courbe de difficulté et ça a été assez difficile pour eux car ça implique les gabarits des vaisseaux engagés, l'IA de nos alliés, l'IA des ennemis, leur nombre, leur équipement, mais ils sont assez contents du résultat. Les maps de l'Arena Commander seront désormais plus grandes et sur la map Broken Moon, au lieu d'avoir une image de planète au fond de l'espace, ils vont carrément charger une planète procédurale pour que ça fasse encore plus vrai. Les boîtes de munitions contiendront aussi plus de balles et de missiles car elles veulent vraiment que dans ce mode on puisse se faire plaisir sans compter et sans économiser. L'interface a aussi été améliorée et devrait afficher beaucoup plus clairement les objectifs en cours. Il y a pas mal de nouveaux vaisseaux au cours des vagues et les bonus de réparation sont disponibles bien plus tôt pendant la partie. Mais le plus gros changement, ça sera la dernière vague qui nous mettra face à un Hammerhead mais avec 10 Merlins à nos côtés pour une bataille finale plutôt épique. Le scan en FPS sera assez similaire à ce qu'on aura dans les vaisseaux, ils ne veulent pas que ça soit deux fonctionnalités totalement différentes. Il y aura un scan passif et un scan actif. Le scan passif détectera les hausses de décibels et les indiquera sur le radar, tandis qu'un scan actif demandera de lancer un ping qui détectera les émissions d'ondes électromagnétiques et infrarouges quand les armures en émettront. Ce qui impliquera aussi d'avoir différents composants d'armure pour être plus discret ou pour pouvoir repérer les autres plus facilement, mais tout ça arrivera après la 3.7. Tout comme l'Arena Commander a un mode PvE, ils veulent que le mode Star Marine ait aussi un mode PvE. En fait, c'est même l'équipe en charge de l'intelligence artificielle qu'ils voudraient. Toutefois, Sean Tracy aimerait que la génération des situations de combat soit très réglable, avec différents types d'ennemis, plus ou moins équipés et plus ou moins expérimentés. Et ça arrivera peut-être dans pas si longtemps que ça. En fait, la map The Good Doctor qui arrivera dans la 3.7 a été pensée pour ça, mais comme elle a été finie avant ce fameux mode PvE, ils l'ont publié quand même, histoire qu'on ait un peu de contenu et histoire d'avoir au moins quelques retours de la communauté. D'autant plus qu'équilibrer une carte pour du PvE et du PvP ne représente pas les mêmes enjeux et les mêmes difficultés. Et ils espèrent que les retours de ceux qui sont plutôt intéressés par l'aspect PvE du jeu vont leur apporter des retours intéressants qui les aideront à mieux équilibrer tout l'aspect PvE du projet, notamment Squadron 42. Donc, en attendant que l'IA s'améliore dans Squadron 42 et dans l'univers persistant, on aura au moins une nouvelle map et Star Marine bénéficiera d'un mode PvE quand les bots seront devenus assez intelligents pour ça. Ensuite, on a pu voir pas mal de captures d'écran de cette fameuse nouvelle map qui nous amènera dans un complexe de terraformation. La map se situera donc sur une planète avec quand même quelques murs invisibles pour nous garder sur le lieu de l'action, mais une partie de cette map se situera quand même à l'extérieur.
On pourra donc s'y affronter dans des laboratoires, dans des grands halls avec de la végétation et dans certains quartiers d'habitation. Il y aura un contraste de couleurs entre les zones de travail et de vie, entre couleurs chaudes et couleurs froides, l'idée étant quand même que la map soit plutôt éclairée. La map prendra place sur la planète de l'Ère 2 dans une base qui a été créée au début du 29e siècle. À cette époque, le responsable de la base aurait passé une dizaine d'années à détourner les fonds de son entreprise pour former une secte avec les employés, et quand des mercenaires ont débarqué pour rétablir l'ordre, ils se sont tous fait massacrer. C'est depuis cette période que le système LAIR est resté indépendant en se servant des vaisseaux volés aux marines comme force de dissuasion. Et Sean Tracy a parlé de quelque chose d'intéressant, si Star Marine est un mode de jeu pour nous les joueurs de Star Citizen, c'est aussi dans le lore du jeu une sorte de simulateur auquel joue la population et qui sert aux entraînements militaires. Et pas que pour faire des affrontements sans histoire, mais aussi pourquoi pas faire des missions scénarisées. C'est comme ça que la population de l'UE au XXe siècle vivrait ses reconstitutions historiques et ses jeux de rôle grandeur nature. Ils ont commencé à travailler dessus récemment, mais on pourrait avoir dans le futur des missions de Star Marine ou de l'Arena Commander qui nous font revivre certains petits événements qui ont marqué l'histoire de l'UE au cours de missions scénarisées. Ils vont d'ailleurs commencer à intégrer certains éléments audio pour ça, pour la nouvelle map, dans la mise à jour 3.7.1 ou 3.7.2. Ils savent qu'on aimerait avoir des maps de Star Marine dans des vaisseaux, pourquoi ne pas tout simplement nous faire apparaître dans un Starfarer ou un 890 Jump pour qu'on puisse s'y affronter? Sean Tracy estime que ça risque de pas être aussi amusant qu'on le pense, car l'intérieur de ces vaisseaux n'ont pas été conçus précisément pour ça, ce qui pourrait donner des affrontements pas forcément équilibrés, surtout pour de la capture de zone. Par contre, ce qui pourrait être intéressant selon lui, ça serait un mode d'abordage de vaisseau où on devrait d'abord désactiver le vaisseau et ensuite l'infiltrer comme on veut. Ou pourquoi pas, encore une fois, créer des missions d'abordage scénarisées. Pour les soins médicaux au combat, ils sont en train de travailler sur la possibilité de transporter des seringues pour se soigner ou soigner les autres joueurs, dans Star Marine et Squadron 42, mais c'est encore trop tôt pour montrer quoi que ce soit. Ils savent que les joueurs aimeraient bien avoir une solution pour gérer la composition d'un équipage avant d'apparaître dans une partie de l'Arena Commander, car aujourd'hui, pour faire une partie d'Arena Commander à deux dans le même Super Hornet, c'est plutôt laborieux. Ils ont refactorisé ce qu'il fallait pour que ça soit possible, et ça devrait arriver d'ici 3 à 6 mois, avec également un meilleur écran de fin de partie. On ne pourra pas voler avec nos armures, mais on aura quand même une assistance au saut avec les propulseurs de nos armures pour réaliser des sauts un peu plus hauts, mais il y aura quand même un gros temps de recharge à ce genre de saut boosté, et ça dépendra aussi en grande partie de l'armure qu'on portera. Le SATA Ball, un sport collectif de balles en apesanteur qui a été pitché il y a déjà quelques années, n'est pas près d'arriver. En fait, c'est même la dernière des priorités. C'est un mode de jeu qui va dépendre de plein de choses et qui est la dépendance de rien. Ça ferait rien avancer plus vite de s'y mettre dès maintenant, donc c'est vraiment dans les abysses de leur backlog. Et enfin, pour ce qui est de maps d'Arena Commander en atmosphère et de maps de Star Marine avec des véhicules, Sean Tracy répond pourquoi pas, et cette façon de se toucher le nez au moment de dire CitizenCon me paraît assez évidente sur la date de présentation de ces nouveautés. Samedi, CIG a mis à jour les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42. Sur la mise à jour 3.7, les progrès sont très encourageants et avec tous les reports du mois d'août, c'est probablement la première fois depuis le début de l'année 2019 que CIG va tenir les délais. L'armure MacFlex Core avec un inventaire dédié pour les objets ramassables a été ajoutée et est déjà terminée. D'ailleurs, du coup, on sait pas trop si les autres armures pourront transporter des objets récoltables. Parmi les autres choses qui ont été ajoutées, le partage de missions est aussi terminé, la première version de l'interdiction quantique est presque terminée, et le mantis de RSI est en fait à moitié terminé, bizarrement. Et pour les tâches déjà existantes sur la roadmap, les cavernes, la location de vaisseaux et le Banu Defender sont terminés, et la version 2 du système de personnalisation des personnages est presque finie. Et enfin, sur Squadron 42, la version 2 du système de mission est terminée, il y a eu pas mal de petits progrès sur les fonctionnalités liées au FPS, et le système de sauvegarde a enfin bien avancé. C'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.